Salut, 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 et bienvenue à tous sur Talk Paris. Bonjour tout le monde, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, Coralie, laisse-moi te poser une question. Et j'aimerais vraiment que tout le monde prenne quelques secondes pour y réfléchir. D'accord, Guillaume, je t'écoute. Quelle est ta question? Est-ce que tu as déjà voulu dire quelque chose en français, mais qu'au dernier moment, tu t'es arrêté? Oh, ça, c'est une très bonne question. Tu t'es arrêté parce que t'as pensé. Et si je fais une erreur? Et si je dis quelque chose de faux? Et si les gens se moquent de moi? Oh oui, je connais très bien ce sentiment. C'est une sensation vraiment très réelle. Et voici le grand secret. Le secret que presque personne ne te dit. Oh, un secret. Vas-y, raconte-moi. Personne, et quand je dis personne, je veux vraiment dire personne, ne parle un français absolument parfait. Personne? Personne. Ni les francophones natifs, ni les professeurs, ni même nous. C'est vrai. Même nous faisons parfois des erreurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler de tout cela. Nous allons parler de la peur, de la prise de parole, des erreurs, et de la façon dont tu peux commencer à parler français avec plus de confiance. Et à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que tu te sentiras différent. J'espère que tu te sentiras plus libre. Oui, libre de parler, libre de faire des erreurs, libre de progresser. Alors reste avec nous. Cette vidéo est pour toi. C'est peut-être exactement la vidéo dont tu avais besoin aujourd'hui. C'est parti. D'accord, Coralie. Commençons vraiment depuis le début, depuis le tout début. D'accord, Guillaume, je suis prête. Allons-y. Aujourd'hui, nous parlons de la peur, plus précisément de la peur de parler français. Mais d'abord, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as essayé de parler français? Oh non, est-ce que je suis vraiment obligée de m'en souvenir? Allez, raconte-nous. D'accord. Je m'en souviens. J'étais à l'école. J'avais peut-être 12 ans. Mon professeur m'a demandé de lire une phrase à voix haute devant toute la classe. Oh, devant toute la classe. Oui, ça peut vraiment faire peur. Exactement. J'ai commencé à lire et j'ai fait une erreur. J'ai complètement mal prononcé un mot et quelques élèves ont ri. Oh, oui, c'est difficile. Ce genre de moment peut vraiment faire mal. Oui, ça m'a fait mal. Et après ce jour-là, j'ai eu très peur de parler français. Je pensais si je parle, je vais faire une erreur. Et si je fais une erreur, les gens vont rire. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Cette peur, ce moment où tu veux parler, mais quelque chose à l'intérieur de toi te dit « Non, ne parle pas. C'est dangereux. » Et pourtant, cette sensation paraît tellement réelle. On a vraiment l'impression qu'il y a un danger. Mais est-ce réellement dangereux? Non, bien sûr que non. Mais notre corps et notre esprit peuvent nous donner cette impression. Exactement. Alors donnons un nom à cette peur. En français, on peut parler d'anxiété linguistique. Je vais le dire lentement, anxiété linguistique. Anxiété linguistique. Linguistique, cela concerne la langue, les mots, le fait de parler ou de communiquer. Anxiété, cela signifie un sentiment d'inquiétude, de stress ou de peur. Anxiété linguistique. J'aime bien savoir que cela porte un nom. Ça veut dire que c'est quelque chose de normal, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait normal. En réalité, c'est l'un des problèmes les plus fréquents chez les personnes qui apprennent le français dans le monde entier. Vraiment? Alors je ne suis pas seule? Tu n'es absolument pas seul. Des millions de personnes ressentent la même chose, dans tous les pays, à tous les âges et avec toutes sortes de parcours. Tu sais quoi? Rien que de l'entendre, ça me fait déjà me sentir un peu mieux. Tant mieux, parce que c'est exactement le but de cette vidéo, se sentir mieux, se sentir plus fort et apprendre à parler, sans laisser cette peur prendre toute la place. D'accord, Guillaume, mais j'ai une question. Pourquoi est-ce que cette peur apparaît? Pourquoi est-ce qu'on a peur de parler français? Très bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Parlons-en. Oui, allons-y. La première raison, c'est que nous avons peur de faire des erreurs. Oui, ça, c'est probablement la plus grande peur. On pense, si je fais une erreur, les gens vont croire que je suis stupide. Ils vont penser que je ne sais rien. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Faire une erreur en français ne veut pas dire que tu es stupide. Cela veut simplement dire que tu es en train d'apprendre. Oui, cela veut dire que tu essayes. Et essayer demande du courage. Exactement. La deuxième raison, c'est qu'on se compare aux francophones natifs. Oh oui,
On regarde des films, on écoute des vidéos, des chansons, des podcasts. On entend des francophones parler très vite, de façon très fluide, et on pense « je ne parlerai jamais comme ça ». Et quand on se compare à eux, on se sent tout petit. On se dit qu'on n'est pas assez bon. Mais attends, ce n'est pas vraiment une comparaison juste. Les francophones natifs parlent français depuis toute leur vie. Exactement. Un francophone natif a peut-être parlé français pendant 30 ans, 40 ans ou davantage, et nous nous comparons à lui après seulement quelques années d'apprentissage. Ce n'est pas une comparaison équitable. C'est comme comparer un petit oiseau qui apprend à voler avec un aigle et demander « Pourquoi le petit oiseau ne vole-t-il pas comme cet aigle ?» J'adore cette image. Oui, le petit oiseau a besoin de temps. Il a besoin de pratique. Mais un jour, lui aussi va voler. Et peut-être qu'il volera à sa façon. Pas exactement comme l'aigle, mais il volera quand même. C'est très beau. Gardons cette idée en tête. Alors, Guillaume, quelle est la troisième raison ? Pourquoi les gens ont-ils encore peur de parler français ? La troisième raison, c'est qu'on pense que notre français doit être parfait avant de pouvoir parler. Oh oui, celle-là est vraiment très courante. Certaines personnes disent « je parlerai français quand mon français sera parfait ». Ou bien « il faut d'abord que j'étudie encore un peu, et ensuite je serai prêt ». Mais le problème, c'est que... Le problème, c'est que la perfection n'arrive jamais. Ah oui, c'est tellement vrai. Il y a toujours quelque chose de plus à apprendre. Toujours une nouvelle règle de grammaire, un nouveau mot de vocabulaire, une nouvelle expression, une nouvelle exception. Et on attend, sans jamais vraiment parler. Exactement. Cela devient un piège, un cercle. Tu ne parles pas parce que tu n'es pas parfait, mais tu ne peux progresser à l'oral qu'en parlant. Donc il faut parler, même quand on n'est pas parfait. Oui. Surtout quand on n'est pas parfait. J'aime beaucoup cette phrase. Répète-la, Guillaume. Il faut parler, surtout quand on n'est pas parfait. Il faut parler, surtout quand on n'est pas parfait. Encore une fois. Il faut parler, surtout quand on n'est pas parfait. Très bien. Notez cette phrase. Tout le monde. Elle est importante. Faisons une petite pause dans notre discussion, parce que dans la partie suivante, nous allons parler de quelque chose qui pourrait vraiment te surprendre. Nous allons parler des francophones natifs et de leurs propres erreurs. Oui, même les francophones natifs font des erreurs, et j'adore cette partie. D'accord, Guillaume. Alors raconte. Voici quelque chose qui va peut-être surprendre beaucoup de personnes qui nous regardent. Les francophones natifs, les gens qui ont grandi en parlant français, font eux aussi des erreurs tous les jours. Attends, vraiment ? Les francophones natifs font des erreurs ? Tous les jours. D'accord. Donne-moi un exemple. En français, il existe beaucoup de mots qui se prononcent de la même manière, ou presque de la même manière, mais qui s'écrivent différemment et n'ont pas le même sens. On appelle cela des homophones. Des homophones. D'accord. Par exemple, A sans accent et A avec accent. Les deux se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas la même fonction. Oui, il a un livre avec le verbe avoir, mais je vais à Paris avec la préposition à. Exactement. Et pourtant, même des francophones natifs confondent parfois les deux à l'écrit. Vraiment ? Oui, tout le temps. Tu peux voir ce genre d'erreur dans des messages, des commentaires, des publications sur les réseaux sociaux ou même dans certains emails. Donc même les francophones peuvent écrire « il a un livre » au lieu de « il a un livre ». Exactement. Et il y a d'autres confusions très fréquentes. Par exemple, et... Ah oui, et sert à relier deux éléments, comme Paul et Marie, alors que S vient du verbe être, comme Paul est ici. Parfait. Et malgré cela, des francophones peuvent les confondre quand ils écrivent vite. Ça me rassure énormément. Tant mieux. Et ce n'est pas tout. Certains francophones font aussi des erreurs de grammaire dans la vie quotidienne, utilisent des constructions très familières ou ne suivent pas toujours exactement la grammaire des manuels. Donc les personnes qui ont grandi avec le français ne parlent pas toujours un français parfaitement conforme au livre scolaire. Exactement. Et c'est le point essentiel. Dans la vraie vie, personne ne parle constamment un français de manuel parfaitement propre et contrôlé. Le français réel est vivant. Il contient des hésitations, des, des répétitions, des phrases incomplètes, des petits changements en cours de route. Oui, tu peux entendre quelqu'un dire « Attends, en fait, tu vois, bref. » Oui, j'ai remarqué ça quand je regarde des films ou des séries françaises. Les gens disent souvent enfin, du coup, genre, tu vois.
Exactement. Dans un français très informel, certains de ces mots deviennent presque des habitudes de langage. Donc si même les francophones natifs ne parlent pas parfaitement, pourquoi est-ce que nous, les personnes qui apprenons le français, sommes aussi durs avec nous-mêmes? Excellente question. Je pense que nous nous imposons parfois un niveau d'exigence beaucoup plus élevé que celui que les francophones s'imposent à eux-mêmes. Donc on est plus sévère avec soi-même que les francophones ne le sont avec eux-mêmes. Oui. On pense je dois parler parfaitement. Je ne dois jamais faire d'erreur. Mais les francophones ne pensent pas comme ça à chaque phrase. Ils parlent, ils font parfois une erreur, puis ils continuent. Et en général, personne ne fait vraiment attention à toutes ces petites erreurs? La plupart du temps, non. Les gens se concentrent sur le message, sur ce que tu veux dire, pas sur chaque petite erreur de grammaire ou de prononciation. C'est un point très important. Quand je parle avec quelqu'un, je pense surtout au sens de ce qu'il me dit. J'essaye de comprendre son message. Je ne compte pas ses erreurs. Exactement. Et quand tu parles français, les autres font généralement la même chose. Ils veulent te comprendre. Et beaucoup de gens apprécient même le fait que tu fasses l'effort de parler leur langue. Quand on y pense, c'est plutôt bienveillant. Oui. La plupart des gens sont patients. La plupart vont essayer de t'aider si tu bloques. Beaucoup vont répéter, reformuler ou parler un peu plus lentement. Et si quelqu'un n'est pas patient, ou si quelqu'un se moque de ton français, cela en dit surtout long sur cette personne. Exactement. Cela lui appartient. Tu n'as pas besoin de porter ça sur tes épaules. J'aime beaucoup cette idée. D'accord. Nous avons donc établi que les francophones font des erreurs, que les personnes qui apprennent le français font des erreurs, et qu'en réalité, tout le monde fait des erreurs. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? On l'utilise pour se libérer. On se dit, d'accord, je n'ai pas besoin d'être parfait. J'ai juste besoin d'essayer. J'ai juste besoin de communiquer. Communiquer est le but, pas être parfait. Répète ça. Coralie. Communiquer est le but, pas être parfait. Communiquer est le but, pas être parfait. Communiquer est le but, pas être parfait. Parfait. Tu vois ce que j'ai fait? Tu as dit parfait, alors que nous sommes justement en train d'expliquer que la perfection n'est pas le but. Je sais. Un petit humour de professeur de français. Tu es drôle parfois, Guillaume. Seulement parfois? Seulement parfois. D'accord, continuons. J'ai envie d'aller encore plus loin sur ce sujet. Très bien. Parlons maintenant de quelques erreurs très courantes chez les personnes qui apprennent le français. Et je veux vraiment insister sur une chose, ces erreurs sont normales. Elles sont acceptables. Et si tu les fais, cela veut dire que tu apprends. J'aime cette partie, parce que je crois que j'ai déjà fait toutes ces erreurs. Moi aussi. Commençons. Première erreur très courante, mélanger les temps des verbes. Oh oui, par exemple dire hier, je vais au marché, au lieu de hier, je suis allé au marché, ou hier, je suis allé au marché. Exactement. Le passé peut être difficile en français. Il y a le passé composé, l'imparfait, parfois le plus que parfait, et il faut aussi choisir entre, avoir et être pour certains verbes. Par exemple, on dit j'ai mangé, j'ai parlé, mais je suis allé ou je suis allé. Oui, et certains participes passés changent beaucoup. Faire devient fait, prendre devient pris, voir devient vu, venir devient venu. Celui qui me dérange parfois, c'est prendre et pris. Pourquoi pas quelque chose de plus régulier? Le français n'est pas toujours parfaitement logique. Ça, c'est certain. Mais ce n'est pas grave. On l'accepte, on pratique et on apprend progressivement. J'ai déjà dit des choses comme « j'ai prends un café ». Et pourtant, les gens ont très probablement compris que tu voulais dire « j'ai pris un café ». Donc la communication a quand même fonctionné. Exactement. La communication a fonctionné. C'est ça qui compte. Quelle est la deuxième erreur courante? Les articles un, une, le, la, les, des, du, de la. Pour beaucoup de personnes, c'est très difficile. Oui, surtout parce que toutes les langues n'utilisent pas les articles de la même manière. Certaines personnes les oublient ou choisissent le mauvais genre. Exactement. Quelqu'un pourrait dire « je veux manger pomme » au lieu de « je veux manger une pomme » ou « elle est meilleure élève » au lieu de « elle est la meilleure élève ». Et malgré cela, on comprend quand même ce que la personne veut dire. La plupart du temps, oui. Troisième erreur fréquente, les prépositions. Oh oui, les petits mots comme à, de, en, dans, sur, chez, pour, avec. Ils peuvent être très déroutants. Par exemple, on dit « je vais à Paris, mais je vais en France ». On dit « je viens de France, mais je viens du Canada ». Et quand on apprend tout cela,
On se demande parfois où est la logique. Il y a des règles, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup d'habitudes à mémoriser. Il faut pratiquer, se tromper, recommencer, et petit à petit, cela devient plus naturel. Et encore une fois, si tu utilises la mauvaise préposition, les gens te comprennent souvent quand même. Oui. 4e difficulté, la prononciation. Prononcer un mot d'une manière différente de la façon habituelle. Ça, c'est une grande peur pour beaucoup de personnes. Elles se demandent, est-ce que les gens vont comprendre mon accent ? Et dans la plupart des situations, la réponse est oui. Les accents sont une richesse. Ils montrent une partie de ton histoire, de ton parcours, de tes langues. J'adore entendre les accents. Quand j'entends quelqu'un parler français avec un accent espagnol, arabe, anglais, japonais ou brésilien, je trouve ça très beau. Moi aussi. Un accent n'est pas une erreur. Un accent fait partie de ton identité. C'est magnifique. Répète cette phrase. Un accent n'est pas une erreur. Un accent fait partie de ton identité. Un accent n'est pas une erreur. Un accent fait partie de ton identité. Encore une fois. Un accent n'est pas une erreur. Un accent fait partie de ton identité. Notez celle-là aussi, tout le monde. Bien sûr, il peut arriver qu'une prononciation rende un mot difficile à comprendre. Mais ce n'est pas dramatique. Tant que l'autre personne te comprend, la communication fonctionne. Et si elle ne comprend pas, tu peux répéter. Tu peux essayer un autre mot. Tu peux expliquer autrement. Ça aussi, c'est utiliser une langue. Utiliser d'autres mots pour expliquer quelque chose, c'est ce qu'on appelle reformuler ou paraphraser. Et c'est une compétence très utile. Donc si j'oublie un mot, je peux simplement le décrire. Absolument. Par exemple, si tu oublies le mot parapluie, tu peux dire, tu sais, la chose qu'on utilise quand il pleut. On la tient au-dessus de la tête. Et la personne comprend tout de suite de quoi tu parles. Exactement. Une communication réussie, même sans perfection. J'aime vraiment beaucoup ce sujet. Continuons. Je voudrais maintenant parler de ce qui se passe dans ta tête quand tu as peur de parler. Oui. Entrons dans l'esprit d'une personne nerveuse qui essaye de parler français. Imaginons une situation. Ferme les yeux une seconde. Enfin, si tu conduis, garde-les ouverts. Oui, s'il vous plaît, si vous conduisez, gardez les yeux bien ouverts. Mais imagine ceci. Tu te trouves dans une situation où tu dois parler français. Peut-être dans un restaurant. Peut-être au travail. Peut-être parce que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. D'accord, j'imagine la scène. Et le moment arrive. Tu dois parler. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Oh, je sais exactement ce qui se passe. D'abord, ton cœur commence à battre plus vite. Oui. Réaction physique. Ton corps ressent le stress. Ensuite, ton esprit devient complètement vide. Tous les mots français que tu connais semblent disparaître. C'est comme si ton cerveau oubliait soudainement tout. Tu te dis, j'étudie depuis des années, et maintenant je ne me souviens de rien. Exactement. Ensuite commencent les pensées. Et si je le dis mal ? Et s'ils ne me comprennent pas ? Et si j'ai l'air ridicule ? Et toutes ces pensées arrivent en quelques secondes. Très vite. Elles peuvent complètement t'empêcher de parler. Alors parfois, tu ne dis rien. Ou tu parles tellement doucement qu'on t'entend à peine. Ou tu demandes à quelqu'un d'autre de parler à ta place. Et après, tu te sens mal. Tu as l'impression d'avoir échoué. Oui. Et souvent, après, tu te dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas simplement essayé de dire quelque chose ? Alors qu'est-ce qui se passe ici ? En psychologie, on peut parler de suranalyse ou de fait de trop réfléchir. Trop réfléchir. Oh oui, je connais très bien cette sensation. Tu penses trop vite, à trop de choses en même temps. Et cela finit par te bloquer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit trop, on peut en réalité moins bien parler. Exactement. Plus tu essayes désespérément d'être parfait, plus tu risques de te tendre et de faire des erreurs. Donc essayer trop fort d'être parfait peut finalement rendre les choses encore plus difficiles. Oui. On parle parfois de paralysie par l'analyse. Tu analyses tellement que tu finis par te sentir paralysé. Tu n'avances plus. Tu ne parles plus. Paralysie par l'analyse. C'est une expression très parlante. Et la solution, dans ces moments-là, est souvent de réduire l'analyse et de commencer à parler. Parler. Ça paraît simple, mais ce n'est pas toujours facile. Non, ce n'est pas facile, mais c'est une compétence. Et comme toutes les compétences, elles se travaillent. Alors comment est-ce qu'on s'améliore ? Comment est-ce qu'on arrête de trop réfléchir pour commencer à parler ? J'ai plusieurs idées. Parlons-en maintenant. Mais avant,
Je veux dire quelque chose à toutes les personnes qui nous regardent. Si tu ressens cela, si tu as peur de parler français, tu n'es vraiment pas seul. C'est une réaction humaine très courante, et il est possible de progresser au-delà de cette peur. Très bien dit, Guillaume. Maintenant, passons à la partie dont les gens ont vraiment besoin des étapes concrètes, des choses réelles que tu peux faire pour commencer à parler avec moins de peur. Oui, pas simplement n'aie pas peur, parce que ce conseil n'aide pas beaucoup. On ne peut pas toujours décider d'arrêter d'avoir peur en une seconde. Exactement. Il faut des étapes concrètes, des stratégies. D'accord, Guillaume, première étape. Qu'est-ce qu'on peut faire? Première étape, commencer petit. Très petit. N'essaye pas tout de suite d'avoir une longue conversation de 20 minutes. C'est un bon conseil. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par commencer petit? Commence avec une seule phrase. Une expression. Même un seul mot. Le but est simplement d'ouvrir la bouche et de produire quelque chose en français. Même un seul son? Ça paraît drôle, mais oui. Tu peux commencer par dire merci en français quand quelqu'un t'aide. Ou excusez-moi quand tu dois passer. J'aime beaucoup. De petites victoires. De petits moments où tu utilises réellement le français. Oui. Et chaque fois que tu utilises le français, même très peu, ton cerveau reçoit une petite sensation de réussite. Et cette sensation positive te donne plus envie de recommencer. Exactement. Donc première étape, commencer petit, avec une phrase, une expression ou même un mot. Quelle est la deuxième étape? Deuxième étape, entraîne-toi à parler tout seul. Tout seul? Comme parler à son reflet dans un miroir? Oui, exactement. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est l'un des meilleurs exercices possibles. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? Parce que quand tu parles tout seul, il n'y a aucune pression. Personne ne te juge, personne ne t'écoute. Tu peux faire autant d'erreurs que tu veux. C'est vrai. Je peux dire, j'ai pris un café 20 fois et personne ne va me juger. Exactement. Et tu peux préparer des situations réelles. Imaginons que tu vas passer un entretien d'embauche. Tu peux répéter tes réponses seul chez toi avant l'entretien. C'est très intelligent. C'est comme une répétition avant un spectacle. Exactement. Les acteurs répètent avant de monter sur scène. Pourquoi est-ce que les personnes qui apprennent le français ne pourraient pas répéter avant une conversation? Ça paraît tellement logique présenté comme ça. Quelle est la troisième étape? Troisième étape, trouve une personne avec qui tu te sens en sécurité pour pratiquer. Une personne avec qui je me sens en sécurité. Oui. Quelqu'un de patient. Quelqu'un qui ne rira pas de tes erreurs. Quelqu'un qui te soutient. Comme un bon ami ou un partenaire linguistique. Exactement. Un partenaire linguistique est quelqu'un avec qui tu pratiques le français. Cette personne apprend peut-être aussi une langue. Elle peut aussi être francophone et vouloir t'aider. Mais le plus important, c'est que tu te sentes à l'aise avec elle. Oui. Parce que quand tu te sens à l'aise, tu parles beaucoup plus librement. Quelle est la quatrième étape? Quatrième étape, fais parfois des erreurs volontairement. Quoi? Faire des erreurs volontairement? Oui. C'est une vraie technique. Si tu as très peur de faire des erreurs, entraîne-toi à en faire volontairement. Donc je dis quelque chose de faux exprès, puis j'en ris? Oui. Cela peut retirer une partie du pouvoir émotionnel de l'erreur. Si tu as déjà fait une erreur volontairement, que tu as ri et que rien de terrible ne s'est passé, elle devient moins effrayante. J'aime cette idée. Les erreurs perdent une partie de leur pouvoir quand on les regarde en face. Très bien. Cinquième étape, change ta voix intérieure. Ma voix intérieure? Tu veux dire la petite voix dans ma tête? Oui. Celle qui dit « tu vas faire une erreur ». Ton français est mauvais. Tu n'es pas prêt. Et comment est-ce qu'on change cette voix? On change ce qu'elle dit. Au lieu de dire « je vais faire une erreur », dis « je suis en train d'apprendre ». Les erreurs font partie de l'apprentissage. Et au lieu de dire mon français est mauvais, je peux dire mon français s'améliore chaque jour. Exactement. Ça ressemble à une manière de penser plus positive. Oui, mais surtout plus utile. Les mots que tu utilises avec toi-même influencent ce que tu ressens. Et ce que tu ressens peut influencer ta façon de parler. Donc si je me dis que je peux essayer, j'ai plus de chances d'essayer réellement. Oui, ce n'est pas de la magie. Mais nos pensées influencent nos actions. Et nos actions influencent les résultats que nous obtenons. J'aime beaucoup. Change ta voix intérieure, change tes pensées, change progressivement tes résultats. Sixième étape célèbre, chaque petite victoire. Oh, celle-là me plaît beaucoup. Chaque fois que tu parles français, même un tout petit peu, reconnais ce que tu viens de faire. Dis-toi, je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai parlé français.
Même si j'ai fait des erreurs? Surtout si tu as fait des erreurs. Parce que cela signifie que tu as essayé. Essayer, c'est déjà gagné. Exactement. Tu as dit une phrase aujourd'hui? C'est une victoire. Tu as demandé ton chemin en français? C'est une victoire. Tu as commandé quelque chose en français dans un restaurant? C'est une victoire. Chaque petite chose est un pas en avant. Chaque petite chose est un pas en avant. Chaque petite chose est un pas en avant. Et tous ces petits pas finissent par s'additionner. D'accord. Résumons toutes les étapes. Commencer petit, parler seul, trouver une personne bienveillante, faire parfois des erreurs volontairement, changer sa voix intérieure, célébrer chaque victoire. Très beau résumé. J'apprends avec le meilleur. C'est très gentil. Maintenant, parlons de quelque chose de très important, des histoires réelles, des personnes qui avaient peur, mais qui ont continué. Oh, j'adore les vraies histoires. Elles sont souvent très inspirantes. Alors allons-y. Ce sont des histoires du type de celles que j'entends souvent chez des personnes qui apprennent le français partout dans le monde. De vraies personnes, de vraies expériences. Exactement. Je vais te parler d'une femme. Appelons-la Maria. Elle vient du Brésil. Elle a déménagé en France pour son travail. D'accord. Donc elle est arrivée dans un pays où elle devait utiliser le français dans la vie quotidienne. Oui. Et elle avait très peur. Elle disait « Je connais le français. J'ai étudié pendant des années. Mais dès qu'une personne me parle dans la vraie vie, je me bloque complètement. » Je comprends parfaitement cette sensation. Étudier le français dans une salle de classe est très différent de l'utiliser dans la vie réelle. Oui. En classe, tu as souvent le temps de réfléchir. Tu peux préparer ta réponse. Dans la vraie vie, les échanges sont rapides et naturels. Alors qu'est-ce qui est arrivé à Maria? Elle a commencé à travailler dans une entreprise. Pendant les réunions, son responsable posait des questions, et Maria connaissait souvent la réponse. Elle avait de bonnes idées, mais elle avait trop peur de parler. C'est douloureux. Tu as quelque chose d'important à dire, mais la peur t'en empêche. Et un jour, après plusieurs mois à rester silencieuse, son responsable lui a demandé directement « Maria, qu'est-ce que tu en penses ?» Oh non, là, impossible de se cacher. Exactement. Maria m'a raconté, je tremblais. Ma voix tremblait. Mais j'ai répondu. Mon français n'était pas parfait. J'ai fait quelques erreurs, mais j'ai répondu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont ri? Personne n'a ri. Son responsable a souri et lui a dit « C'est une excellente remarque, Maria. Merci. » C'est tout? C'est tout. Personne ne s'est préoccupé de ces petites erreurs. Ils se sont concentrés sur son idée, sa contribution, son message, pas sur chaque détail de grammaire. Exactement. Et Maria m'a dit, à partir de ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'ai compris que les gens n'attendaient pas de juger mon français. Ils attendaient simplement d'entendre ce que j'avais à dire. Et ensuite, elle a commencé à parler davantage? Oui. Elle a parlé de plus en plus, et son français s'est amélioré progressivement. Cette histoire me donne des frissons. Elle est tellement réaliste. Je vais t'en raconter une autre. Celle-ci concerne un étudiant japonais. Appelons-le Kenji. Il était extrêmement timide. Son français écrit était bon? Excellent. Il pouvait lire et écrire sans difficulté. Mais parler, c'était complètement différent. Il n'osait presque jamais. Oui, ça arrive souvent. On peut très bien lire et écrire, tout en se sentant bloqué à l'oral. Exactement. Kenji avait une stratégie que j'adorais. Tous les jours, il allait dans un café et commandait son café en français. C'est tout? C'est tout. Une commande. Une phrase par jour. Une phrase par jour. Il disait bonjour, je voudrais un grand café, s'il vous plaît. Ça paraît très simple. Mais pour Kenji, au début, ce n'était pas simple du tout. La première fois, sa voix était très basse. Il était nerveux. Ses mains tremblaient. Tout ça juste pour commander un café? Oui. Mais il l'a fait. Et le lendemain, il l'a refait. Et ensuite? Après 2 semaines, il m'a dit que commander un café en français lui semblait complètement normal. Parce qu'il avait pratiqué. Il en avait fait une habitude. Exactement. Puis il a ajouté de petites choses. Une remarque sur la météo. Merci beaucoup. Une petite question. De petits pas chaque jour. Oui. Et maintenant, Kenji travaille dans une entreprise internationale. Il fait des présentations en français et participe à des réunions en français. Tout ça en commençant avec une seule phrase par jour. Une phrase par jour. Une commande de café. C'est incroyable.
Les petits pas peuvent vraiment mener à de grands changements. Absolument. Et j'ai encore une histoire. Celle-ci me touche particulièrement. Je connais une femme du Maroc. Appelons-la Fatima. D'accord, raconte. Fatima voulait faire ses études en France, mais elle avait très peur. Son français était correct, mais elle s'inquiétait énormément de son accent. Elle avait peur que les gens ne la comprennent pas? Oui. Elle pensait les gens ne vont pas me comprendre. Ils vont croire que je ne suis pas intelligente ou pas assez instruite à cause de mon accent. C'est une peur très précise et malheureusement assez fréquente. La peur que l'accent donne une mauvaise image de notre intelligence. Oui. Alors que l'accent n'a absolument rien à voir avec l'intelligence. Rien du tout. Fatima est donc partie étudier en France. Le premier jour, elle a dû se présenter devant sa classe. Avec son accent marocain, avec sa propre façon de parler français. Exactement. Et après le cours, une camarade est venue la voir et lui a dit « J'adore ton accent. Tu viens d'où ?» Pas, je ne te comprends pas. Pas ton français est mauvais, mais j'adore ton accent. Oui. Et Fatima m'a dit que ce moment avait complètement changé sa façon de voir les choses. Elle a compris que son accent pouvait être beau, que son accent faisait partie d'elle. Un accent fait partie de ton identité. Nous l'avons déjà dit, et c'est vraiment important. Ces histoires sont puissantes, parce qu'elles nous rappellent que la peur ne signifie pas qu'on doit s'arrêter. Merci de les avoir partagés, Guillaume. Avec plaisir. Et je veux que toutes les personnes qui nous regardent sachent ceci. Ton histoire est valable, elle aussi. Ton parcours est réel. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, au début, au milieu, dans une période difficile, tu es toujours en train d'avancer. Continue. Continue à parler, même quand c'est difficile, même quand ça fait peur. Surtout, quand ça fait peur. Maintenant, passons à quelque chose de très pratique. Nous allons apprendre des phrases que tu peux utiliser quand tu parles français et que tu n'es pas sûr de toi. Des phrases pour les moments où tu as besoin de quelques secondes, où tu ne comprends pas, ou où tu as besoin d'aide. Exactement. On peut les appeler des phrases de secours. J'aime bien. Des phrases de secours. Première phrase, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Très simple. Très simple, mais extrêmement utile. Si quelqu'un dit quelque chose et que tu ne comprends pas, ne panique pas. Ne fais pas semblant d'avoir compris. Dis simplement, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Et la plupart des gens vont répéter sans problème. Disons-la lentement. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Encore une fois. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? On peut aussi dire, désolé, je n'ai pas bien compris. Oui, désolé, je n'ai pas bien compris. C'est très naturel. Ça veut simplement dire que je n'ai pas entendu ou compris correctement. Disons-la lentement, désolé, je n'ai pas bien compris. Désolé, je n'ai pas bien compris. Je l'utilise moi-même régulièrement, même dans ma langue maternelle. Bien sûr, demander de répéter est complètement normal. Deuxième phrase de secours, je ne sais pas exactement comment le dire, mais Oh, j'aime beaucoup celle-ci. Elle dit à l'autre personne, j'essaye de m'exprimer. Donne-moi juste un moment. oui. Et souvent, quand tu dis cela, l'autre personne devient automatiquement plus attentive et plus patiente. Comme si tu annonçais, je cherche mes mots, mais je continue. Exactement. Répétons, je ne sais pas exactement comment le dire, mais... Je ne sais pas exactement comment le dire, mais... Et ensuite, tu essayes, même si ta phrase n'est pas parfaite. Quelle est la troisième phrase? Ce que je veux dire, c'est... Très utile quand tu dis quelque chose, puis que tu réalises que ta phrase n'était pas très claire. Oui. Tu peux t'arrêter et dire, ce que je veux dire, c'est... Puis reformuler. Disons-la lentement. Ce que je veux dire, c'est... Ce que je veux dire, c'est... C'est une façon de reformuler ton propre message. Quelle est la quatrième phrase? Est-ce que c'est clair? Ou vous comprenez ce que je veux dire? Très pratique quand tu es en train d'expliquer quelque chose. Tu vérifies simplement si l'autre personne a compris. Et cela montre que ton objectif est la communication, pas la perfection. J'aime aussi, est-ce que je suis claire? Oui, est-ce que je suis clair? Ou est-ce que je m'exprime clairement? Ce sont de bonnes façons de vérifier la compréhension. Répétons, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Et la cinquième phrase? Laissez-moi réfléchir une seconde. Oui, celle-ci est tellement utile. Quand tu as besoin de réfléchir, tu n'es pas obligé de rester complètement silencieux. Tu peux simplement dire « Laissez-moi réfléchir une seconde ». Cela te donne quelques secondes, et c'est parfaitement naturel. Les francophones le disent eux aussi. Ils peuvent aussi dire « bonne question ». Et pendant que tu dis « bonne question »,
Ton cerveau gagne quelques secondes pour préparer la réponse. Exactement. Une petite technique très utile. Révisons les 5 phrases ensemble. Première phrase, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Deuxième phrase, désolé, je n'ai pas bien compris. Troisième phrase, je ne sais pas exactement comment le dire, mais... Quatrième phrase, est-ce que c'est clair? Cinquième phrase, laissez-moi réfléchir une seconde. Très bien. Ces phrases sont vraiment utiles. Si tu apprends seulement ces 5 phrases, tu peux déjà te sentir beaucoup plus à l'aise dans une conversation en français. Entraîne-toi. Dis-les à voix haute. Répète-les plusieurs fois et habitue ta bouche à les produire naturellement. Ensuite, quand tu en auras réellement besoin dans une conversation, elles sortiront beaucoup plus facilement. Maintenant, parlons du changement d'état d'esprit le plus important. Oui. Je veux parler de quelque chose qui, pour moi, est vraiment essentiel, la façon dont tu vois l'apprentissage du français. Ton état d'esprit. Exactement. Parce que la façon dont tu penses à quelque chose change profondément la façon dont tu le vis. Donne-moi un exemple. Si tu vois le français comme un examen, comme quelque chose que tu peux réussir ou rater, chaque fois que tu parles, tu as l'impression de passer un test. Et peu de gens aiment les examens. Les examens peuvent être très stressants. Exactement. Mais si tu vois le français comme un outil pour rencontrer des gens, découvrir le monde, voyager, travailler, créer des liens et ouvrir des portes, alors la sensation change. Ça devient une aventure. Oui, une aventure. Et dans une aventure, les erreurs font partie du chemin. Elles ne sont pas forcément des échecs. Elles font partie de l'histoire. Exactement. J'aime beaucoup cette idée. Chaque erreur fait partie de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et il y a un concept que j'aime beaucoup, l'état d'esprit de progression. Explique-nous simplement ce que c'est. Cela veut dire, je crois que je peux progresser. Je crois que mes capacités ne sont pas figées. Avec de la pratique et des efforts, je peux devenir meilleur. Et l'inverse serait un état d'esprit fixe. Oui, un état d'esprit fixe dit, soit je suis bon dans quelque chose, soit je ne le suis pas. Je ne peux pas vraiment changer. Et dans l'apprentissage du français, cela pourrait donner « Je suis simplement mauvais en langue. Je n'y arriverai jamais. » Alors qu'un état d'esprit de progression dit, je ne suis pas encore à l'aise en français, mais je suis en train d'apprendre et je progresse chaque jour. Le mot « encore » est très puissant dans cette phrase. Oui, je n'y arrive pas encore. Je n'y arrive pas encore. Je n'y arrive pas encore. Ce petit mot change beaucoup de choses, parce qu'il montre que l'histoire continue. Cela veut dire, je ne suis pas encore arrivé à destination, mais je suis en mouvement. Je ne parle pas encore français couramment, mais un jour, je pourrai le faire. Exactement. Quel autre changement d'état d'esprit est important? Arrêtez de considérer les erreurs comme des échecs. Commencez à les considérer comme des informations. Des informations? Oui. Quand tu fais une erreur, ton cerveau reçoit une information, d'accord? Cette façon de dire les choses ne fonctionne pas très bien. Essayons autrement. Donc l'erreur devient un retour, un feedback. Exactement. C'est l'apprentissage qui se produit en temps réel. Alors au lieu d'avoir honte d'une erreur, je peux devenir curieuse. Oui. Tu peux penser, tiens, intéressant. J'ai fait une erreur ici. Pourquoi? Quelle est la forme correcte? La curiosité à la place de la honte. C'est un énorme changement. La curiosité à la place de la honte. Et encore une idée, arrête de comparer ton chapitre 1 au chapitre 10 de quelqu'un d'autre. Oh, c'est très beau. Tu commences peut-être ton parcours aujourd'hui. Une autre personne étudie depuis 5 ans. Bien sûr qu'elle est plus à l'aise aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que je suis en retard. Exactement. Tu avances sur ton propre chemin, avec ton propre rythme. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans ou 5 ans, quelqu'un te regardera et se dira « Waouh, son français est vraiment bon. J'aimerais parler comme ça. » Et toi, tu te souviendras du début. De la peur, de la première phrase, des mains qui tremblaient quand tu commandais un café. Exactement. Et tu seras fier d'avoir continué. J'ai une question. Que dire aux personnes qui ont honte de leur niveau? Par exemple, un adulte qui pense « Je suis adulte. Je devrais déjà mieux parler français. J'ai honte d'être encore débutant. » C'est très fréquent. Les adultes peuvent se sentir beaucoup plus conscients du regard des autres. Alors que les enfants font souvent des erreurs, sans trop se demander ce que les autres vont penser. Oui. Les enfants essayent encore,
Utilise un mot faux, ris, recommence. Et parfois, c'est une des raisons pour lesquelles il progresse vite. Il passe beaucoup de temps à essayer, sans attendre la perfection. Donc nous devons retrouver un peu notre côté enfant. Oui, sois curieux, sois joueur. Ne transforme pas chaque petite erreur en catastrophe. Joue avec la langue. Oui, joue avec le français. Essaye de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Ris quand quelque chose sort bizarrement, puis essaye encore. L'apprentissage doit aussi garder une part de plaisir. Parce que plus tu prends plaisir à pratiquer, plus tu as envie de continuer. Et la régularité devient alors beaucoup plus facile. Je me sens vraiment motivée maintenant. Alors continuons. Parlons d'un problème très concret. Tout le monde n'a pas une personne avec qui pratiquer le français chaque jour. C'est vrai. Tout le monde n'a pas de partenaire linguistique. Tout le monde ne vit pas dans un pays francophone. Alors comment pratiquer l'oral en français quand on est seul? J'ai plusieurs idées. Je t'écoute. Première idée, parle tout seul. Nous en avons déjà parlé, mais allons un peu plus loin. Que peut-on faire exactement? Tu peux raconter ta journée en français. Décris ce que tu fais comme si tu étais le commentateur de ta propre vie. J'adore. Donne-moi un exemple. D'accord, je prépare mon petit déjeuner. Je peux dire, je mets du pain dans le grille-pain. Maintenant, je verse du jus d'orange. Le jus a l'air délicieux. J'espère qu'il est assez frais. C'est un excellent exercice, parce que tu utilises le vocabulaire de ta vraie vie. Exactement. Et tu n'as pas besoin de t'inquiéter des erreurs puisque personne n'est en train de t'évaluer. Deuxième idée, le shadowing. Oh oui, j'adore le shadowing. Explique ce que c'est. Le shadowing consiste à écouter un francophone, par exemple dans une vidéo, un podcast, une série ou un film, et à répéter presque en même temps que lui. Comme une ombre qui suit la personne. Exactement. Tu copies sa prononciation, son rythme, sa vitesse, ses liaisons et son intonation. Et cela entraîne la bouche et les oreilles en même temps. Oui. Petit à petit, les phrases deviennent plus naturelles dans ta bouche. Et c'est amusant. On a presque l'impression d'être acteur. Oui, pendant quelques minutes, je suis une star du cinéma français. Troisième idée, enregistre-toi. Très efficace, mais un peu effrayant pour certaines personnes. Beaucoup disent « Je déteste entendre ma propre voix ». Oui, mais cette sensation diminue avec le temps. Et s'enregistrer est extrêmement utile. Tu peux réécouter et remarquer certaines choses. Par exemple, ah, j'ai mal prononcé ce mot. Ou au contraire, waouh, en réalité, je parle mieux que je ne le pensais. Et souvent, tu es meilleur que l'image que tu as dans ta tête. Oui, nous sommes souvent beaucoup plus critiques avec nous-mêmes que les autres ne le sont. Et même si l'enregistrement n'est pas parfait, tu peux le conserver. Puis comparer avec un autre enregistrement un mois plus tard. Entendre ces progrès est extrêmement motivant. Quatrième idée, utilise les communautés en ligne et les réseaux sociaux. Oui, il existe beaucoup d'endroits où les personnes qui apprennent le français peuvent pratiquer. Des applications d'échange linguistique, des communautés d'apprentissage du français, des groupes, ou même les commentaires sous des vidéos comme celle-ci. Tu peux écrire un petit commentaire en français. Excellente vidéo, j'ai beaucoup appris. Même quelques mots comptent. Chaque phrase en français, écrite, parlée ou même pensée, est une forme de pratique. Cinquième idée, regarde du contenu en français avec des sous-titres français. Oui, films, séries, vidéos, YouTube ou documentaires en français avec les sous-titres en français. Les sous-titres français sont utiles parce que tu entends le mot, et tu le vois en même temps. Ton cerveau fait alors une connexion. Ah, donc c'est comme ça que ce mot se prononce. Et c'est comme ça qu'il s'écrit. Ensuite, tu peux mettre sur pause et répéter. Tu peux faire du shadowing avec les personnages. Oui, mets sur pause, répète la phrase. Essaye de reproduire le rythme. C'est amusant et très utile. J'ai moi-même appris beaucoup d'expressions en regardant des séries françaises. Moi aussi. Sixième idée, réserve un moment français dans ta journée. Oh, j'aime cette idée. Un moment spécialement consacré au français. Oui, par exemple, chaque matin pendant 15 minutes, tu penses en français, tu parles en français ou tu écoutes du français. Seulement 15 minutes? 15 minutes, mais tous les jours. La régularité est plus importante que de faire une énorme séance de temps en temps. Oui. 15 minutes tous les jours valent souvent mieux que 2 heures une seule fois par semaine. Exactement. Le cerveau apprend bien avec une exposition régulière et répétée. De petites doses, chaque jour. Même si tu es très occupé, cherche ces 15 minutes. Cela peut être pendant que tu prépares ton café. Dans le bus ou dans le métro. Pendant une promenade. 15 minutes peuvent changer beaucoup de choses, petit à petit. Petit à petit.
J'aime cette expression. Petit à petit, Peu à peu. étape par étape. Toutes ces expressions transmettent la même idée: avancer lentement, mais continuer à avancer. Maintenant, faisons quelque chose d'amusant. Regardons quelques expressions françaises liées à la peur, au courage et à la confiance. Oui, parce qu'une langue est liée à la vie. Puisque nous parlons de peur et de confiance, apprenons quelques expressions autour de ce thème. Première expression, affronter ses peurs. Affronter ses peurs, cela veut dire ne pas toujours fuir ce qui nous fait peur. On décide de faire face à la situation. Et c'est exactement ce dont nous parlons aujourd'hui, affronter sa peur de parler français. Comment peut-on l'utiliser dans une phrase? J'ai décidé d'affronter mes peurs et de parler français pendant la réunion. Répétons-la. J'ai décidé d'affronter mes peurs et de parler français pendant la réunion. J'ai décidé d'affronter mes peurs et de parler français pendant la réunion. Deuxième expression, sortir de sa zone de confort. C'est une expression très courante. La zone de confort, c'est l'espace où l'on se sent en sécurité, où tout paraît facile et familier. Et sortir de sa zone de confort, c'est essayer quelque chose de nouveau ou un peu effrayant. Pour une personne qui apprend le français, sa zone de confort peut être la lecture ou l'écriture. Et parler à quelqu'un dans la vraie vie peut être en dehors de cette zone. Mais pour progresser, il faut parfois en sortir. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort et de parler davantage français. Très bien. Troisième phrase, plus on pratique, plus cela devient facile. Ça, c'est vrai pour énormément de choses. La première fois, c'est difficile. La deuxième fois, c'est un peu plus facile. La 100e fois, cela peut devenir presque automatique. Parler français fonctionne de la même manière. Plus tu parles, plus cela devient facile. Répétons lentement. Plus on pratique, plus cela devient facile. Plus on pratique, plus cela devient facile. Encore une fois. Plus on pratique, plus cela devient facile. Quatrième expression, faire comme si on avait confiance. Oui. L'idée est que même si tu ne te sens pas encore confiant intérieurement, tu peux adopter certains comportements d'une personne confiante. Par exemple, se tenir droit, respirer profondément, parler assez clairement. Et regarder la personne à qui on parle. Donc agir avec courage, même quand on ressent encore de la peur. Exactement. Parfois, le corps peut nous aider à modifier notre état mental. Donc la prochaine fois que tu parles français, redresse-toi, respire et essaye de parler clairement, même si tu es nerveux à l'intérieur. Personne ne voit exactement tout ce qui se passe dans ta tête. Heureusement. 5e expression, à quelque chose malheur est bon. C'est un proverbe français. Oui. Cela signifie que même dans une situation désagréable, on peut parfois trouver quelque chose d'utile ou de positif. Donc même quand tu fais une erreur, Tu peux apprendre quelque chose. Tu peux comprendre ce qu'il faut changer. Tu peux progresser. même une erreur peut donc contenir une petite leçon. Exactement. 6e expression, qui ne tente rien n'a rien. Ça, c'est un grand classique. Qui ne tente rien n'a rien signifie que si tu n'essaies jamais, tu ne peux pas obtenir de résultat. Si tu ne prends aucun risque, tu n'as aucune chance de découvrir ce dont tu es capable. Si tu ne parles jamais, tu ne peux pas vraiment progresser à l'oral. Exactement. Si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais ce que tu pouvais faire. Qui ne tente rien n'a rien. C'est une excellente phrase pour les personnes qui apprennent le français. Révisons nos 6 expressions. Première, affronter ses peurs. Deuxième, sortir de sa zone de confort. Troisième, plus on pratique, plus cela devient facile. Quatrième, faire comme si on avait confiance. Cinquième, à quelque chose malheur est bon. Sixième, qui ne tente rien n'a rien. Ce sont de très bonnes expressions. Apprends-les, utilise-les et partage-les. Essaye d'utiliser au moins une de ces expressions aujourd'hui dans une phrase en français. Voilà ton petit devoir du jour. Mes amis, nous arrivons doucement à la fin de la vidéo d'aujourd'hui et j'aimerais prendre un moment pour regarder tout ce que nous avons vu ensemble. Oui, prenons un moment. Nous avons parlé de la peur de parler français. Nous avons parlé du fait que personne ne parle un français parfaitement impeccable à chaque instant, pas même les francophones natifs. Nous avons parlé des erreurs normales, des erreurs acceptables, de toutes ces erreurs qui font naturellement partie du processus d'apprentissage. Nous avons parlé de ce qui se passe dans notre esprit lorsque nous avons peur, et de la façon dont nous pouvons modifier progressivement cette réaction. Nous avons parlé de personnes comme Maria, Kenji et Fatima, qui avaient peur mais qui ont continué.
et qui ont fini par trouver leur propre voie. Nous avons parlé d'étapes concrètes, de phrases de secours, d'entraînement quotidien et de changement d'état d'esprit. Et nous avons aussi appris plusieurs expressions françaises liées à la peur, au courage et à la confiance. Cela fait beaucoup de choses. Et j'espère vraiment qu'au milieu de tout cela, tu as trouvé au moins une idée qui pourra t'aider. Quelque chose qui te fera peut-être te sentir un peu moins inquiet, Un peu plus près. un peu plus libre. Parce que l'apprentissage du français devrait pouvoir donner cette sensation quelque chose de vivant, d'enthousiasmant et de possible. Possible pour tout le monde. Oui, y compris pour toi. Où que tu regardes cette vidéo, quel que soit ton niveau actuel, tu peux progresser. Et maintenant, nous avons une question pour toi. Nous aimerions beaucoup que tu répondes dans les commentaires. La question est la suivante. Dans quelle situation as-tu déjà eu peur de parler français? Et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous ton histoire. Écris-la dans les commentaires. Même seulement une ou deux phrases en français. Voilà déjà ton exercice pratique. Parle-nous d'un moment où tu avais peur de parler. Est-ce que tu as parlé quand même? Comment cela s'est-il passé? Nous aimons lire vos histoires. Elles peuvent nous inspirer. Et elles peuvent aussi inspirer d'autres personnes qui apprennent le français. Ton histoire compte. Et si tu es nouveau ici, si c'est la première vidéo de Talk Paris que tu regardes, bienvenue. Nous sommes vraiment heureux que tu nous aies trouvés. Nous publions régulièrement des vidéos pour t'aider à améliorer ton français petit à petit, clairement, et dans une ambiance agréable. Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésite pas à mettre un j'aime. Cela aide d'autres personnes qui apprennent le français à trouver la vidéo. Et cela peut permettre à davantage de personnes de se sentir moins seules face à leur peur de parler. Et si tu veux continuer ce parcours avec nous, abonne-toi à Talk Paris. Active aussi les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Parce que nous avons encore énormément de choses à partager avec toi. Et souviens-toi chaque fois que tu regardes une vidéo comme celle-ci, chaque fois que tu écoutes du français, chaque fois que tu essayes de parler, tu progresses. Même si tu ne le ressens pas immédiatement. Même si tu trouves tes progrès lents, tu continues d'avancer. Petit à petit. Peu à peu. Étape par étape. Et un jour, peut-être plus tôt que tu ne le penses, tu regarderas en arrière. Et tu seras étonné de voir tout le chemin que tu as parcouru. Tu seras vraiment étonné. Alors ne t'arrête pas. N'abandonne pas. Ne laisse pas la peur décider à ta place. Affronte tes peurs. Sors de ta zone de confort. Et parle. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Parce que de l'autre côté de cette peur, il existe une version de toi qui parle français avec davantage de confiance, de plaisir et de liberté. Et cette version de toi se construit maintenant, chaque fois que tu essayes. Elle se construit chaque fois que tu fais un pas. Alors fais ce premier pas. Nous croyons en toi. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cela compte énormément pour nous. Prenez soin de vous. Continuez à apprendre. Continuez à parler français. Et nous vous retrouverons très bientôt dans une prochaine vidéo de Talk Paris. À bientôt. Au revoir tout le monde. Continuez. Vous faites déjà de très beaux progrès.